بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amis téléspectateurs, nous avons choisi comme titre pour cette émission être musulman en Occident, mais ceci sous-entend être musulman en terre autre que musulmane, parce que chez les anciens, Daru Darain ou bien Daru Daran, il y a deux types de terres. Il y a une terre d'islam, et il y a ce que disent, comme on l'appelait avant, une terre de mécréance, par opposition à l'islam. Aujourd'hui, les nations vivent sous une loi qui les regroupe, des pactes de non-agression qui les mettent sous la coupe de l'ONU. Donc, cette appellation n'est plus utilisée. On parle beaucoup plus de Dar al-Ahd ou bien Dar al-Mu'ahada, etc. Donc, cette notion de terre d'islam et de terre de mécréance commence quand même à s'effacer. Cela dit, les musulmans qui vivent dans des pays autres que leur pays d'origine, qui sont censés être des pays musulmans, ont quelques difficultés à vivre leur islamité. Après avoir parlé de l'islamophobie, après avoir parlé de l'incompréhension que manifestent certains musulmans à l'égard même de l'islam, et même par moments de l'aversion de certains musulmans vis-à-vis de l'islam, nous allons essayer de donner les grandes lignes de ce que devrait être ou de la manière dont pourrait vivre chaque musulman son islamité autant chez lui que dans un pays d'accueil. Nous avons dans ce plateau aujourd'hui messieurs Mohamed Bardouane et monsieur Boujnoun du Haut Conseil islamique, et honneur au blanc comme dirait l'autre, je commencerai par vous. Alors, y a-t-il un mode d'emploi pour vivre son islamité dans des pays comme les pays d'Europe et par extension dans tout autre pays qui connaît une migration plus ou moins importante de musulmans? Oui, merci. Il est un peu prétentieux de parler d'un mode d'emploi, puisque vous avez des musulmans qui sont nés dans des pays majoritairement musulmans, qui ont émigré à un moment de leur existence pour des raisons politiques, économiques, d'études, ou de soins, etc. Et puis vous avez maintenant aussi des générations de musulmans qui sont nés dans ces pays, qui ne connaissent que ces pays, qui ne parlent le plus souvent que la langue de ces pays, français, allemand, italien, anglais, etc., et qui ne connaissent des pays d'islam que ce qu'ils voient à la télé ou lisent dans les journaux ou dans les revues. Donc il est un peu prétentieux de parler de mode d'emploi, mais rappelons tout de même que la démarche qui a duré pendant des siècles, pour protéger l'islamité, puisque vous avez utilisé ce terme, donc la pratique de l'islam et des musulmans, il était préconisé, sauf cas express, où on devait se déplacer sur des territoires non majoritairement musulmans pour des problèmes politiques, pour des problèmes économiques. C'est ainsi que l'islam est arrivé en Indonésie, aux Philippines, etc. C'était des commerçants qui l'ont fait arriver. Pour des propagations de la religion musulmane, les gens sont arrivés en Chine, en Inde, etc. Donc, mis à part les cas express où il y a une responsabilité collective ou individuelle à se déplacer sur ces contrées, les gens restaient dans leur pays majoritairement musulman. Et si ce pays, pour des contingences militaires, etc., par exemple, n'était plus soumis au règne musulman, si on peut utiliser ce terme, tel que c'est arrivé dans certains pays des Balkans, dans l'Andalousie, etc. En Inde aussi, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que jusqu'à présent, l'essentiel même de ce qui fait la tradition prophétique, et les grands puristes en termes qui sont les dépositaires de cette tradition sont en Inde. Avant c'était Delhi, avec l'invasion anglaise c'est devenu New Delhi. Ils ont été chassés, donc il y a... Donc, les musulmans vivaient essentiellement dans des territoires majoritairement musulmans, et ces territoires, je l'ai dit, pour une raison historique quelconque, ne devenaient plus des territoires soumis à un règne musulman. Ils se déplaçaient massivement vers les territoires plus ou moins proches
musulmans. C'est ainsi que les Andalous, on dit qu'il y a 3 millions d'Andalous à la chute de Grenade, ont fini sur un siècle et demi ou 2 siècles de se déplacer de la péninsule ibérique vers soit le Maghreb, soit le Mechlek, soit sur d'autres contrées. Latine. Soit sur d'autres contrées. Mais disons que depuis un siècle, globalement, mais évidemment, les choses se sont accélérées depuis 40 ou 50 ans. Depuis un siècle, il y a beaucoup de musulmans qui se sont déplacés des territoires majoritairement musulmans, qui étaient les territoires où ont vécu leurs parents, leurs grands-parents, etc., sur des territoires non majoritairement musulmans. On dit qu'il y a actuellement sur l'Europe occidentale 15 millions de musulmans. Vous avez beaucoup de Maghrébins, vous avez beaucoup de Turcs, vous avez beaucoup de Palestiniens, beaucoup d'Égyptiens. En Angleterre, vous avez aussi les Bengalis, vous avez toutes les nationalités. Vous avez à peu près 50 millions de musulmans sur l'Europe orientale, et une partie d'Occident, et puis vous avez 5 à 6 millions de musulmans en Amérique du Nord, entre les États-Unis, le Canada, etc. Il n'y a pas toujours des statistiques fiables, parce que un certain nombre de pays refusent de faire des recensements sur des bases religieuses ou ethniques. Ils refusent parce que ça serait pour eux une façon d'établir des castes à l'intérieur de la société, ce qui parfois refusent, et une discrimination qu'ils refusent apparemment. Donc ces musulmans qui se sont déplacés, vous avez deux catégories. Vous avez une infime catégorie qui se dit « moi je me déplace pour régler un problème quelconque ». Je dois faire des études, je dois soigner un enfant, je dois me soigner, etc. Je dois réussir du point de vue économique. Et puis vous avez une majorité des gens, peut-être 90-95%, qui se sont déplacés au début en se disant temporairement le temps d'améliorer la situation financière et économique, mais qui ont fini par s'y habituer, à s'y marier, à avoir des enfants, et qui maintenant pensent rester définitivement, voire même être enterrés, puisque nous demandons un peu partout des carrés musulmans ou des cimetières musulmans, etc. C'est de cette deuxième partie qu'il est le plus intéressant de parler. Donc, ils sont pratiquement définitivement en Occident dans des pays non majoritairement musulmans. Ils ont accepté volontairement, qu'ils le veuillent ou pas, ils ont accepté volontairement d'être soumis à la législation de ces pays. Absolument. Sinon, ils vont se retrouver en contradiction entre le fait de venir de manière définitive dans un endroit et de refuser. D'ailleurs, beaucoup de pays organisent pour donner les papiers définitifs, la citoyenneté, etc., des séances où vous avez non seulement vous devez prouver votre connaissance parfaite de la culture de ce pays et en même temps vous affirmez haut et fort que vous acceptez les lois de ce pays. Les lois de ce pays qui, on va vous le présenter, ne sont pas en contradiction avec le fait que vous soyez musulman, que vous soyez d'autres religions, que vous pratiquiez votre religion, mais vous êtes soumis à la loi française, ou à la loi britannique, ou à la loi italienne, ou à la loi espagnole, ou allemande, etc. Sinon, évidemment, leur nationalité est rejetée. Donc, comment vivre cette islamité dans un milieu qui, globalement, n'est pas soumis à la religion. C'est le cas maintenant. Hein. Si les derniers pays qui étaient véritablement catholiques, même dans leurs pratiques religieuses, l'Italie ou l'Espagne ou le Portugal, ont fini par rejoindre le lot de l'Europe, où la religion n'est pas la priorité des priorités dans n'importe quelle démarche, qu'elle soit politique, économique, financière, agricole, etc. Par conséquent, ces musulmans qui vont vivre restent jusqu'à maintenant comme une note étrange. Pas étrangère uniquement. Pour ne pas dire fausse note. Quoi. Une note étrange dans cette société, où on va les voir tout arrêter. Le vendredi vers 13h pour aller faire discordante. Voilà, une note discordante, il faut le dire, et parfois paradoxale, source d'incompréhension de la part des gens. Voilà des gens qui voudraient bien vivre en Europe, mais en même temps refusent un certain nombre de comportements occidentaux. Donc le vendredi 13h, il tient absolument à partir à accomplir la prière du vendredi, quel que soit son lieu de travail, quel que soit l'éloignement de la mosquée. Le
le mois de jeûne, le mois de Ramadan, il tient particulièrement à avoir toutes les commodités pour pouvoir réaliser son jeûne sans trop mettre à mal son milieu de travail, etc. Et là évidemment, se pose la question qui devient encore plus accrue parce que cet individu qui est attaché à sa pratique religieuse, mais en même temps, voit grandir ses enfants. Qui sont nés dans ces régions, qui ne connaissent de l'islam que ce qu'ils ont lu ou vu chez leurs parents, etc., et qui n'ont pas vécu dans un territoire majoritairement musulman. Donc ils vont se retrouver dans une société qui est une société matérielle et matérialiste, qu'on le veuille ou non, où les gens disposent d'un très grand nombre de commodités matérielles. Souvent, les familles musulmanes n'ont pas les mêmes capacités à offrir à leurs rejetants. Une société de consommation. Voilà. Hein, à leurs rejetants. Ces rejetants vont se retrouver entre deux modèles de vie et de société qui sont souvent contradictoires. Ils ressentent une injustice profonde qui n'est pas exprimée vis-à-vis de leurs parents, de les avoir mis dans une société qui ne leur a pas donné les capacités de se réaliser. Donc il y a de la frustration. Parce qu'ils sont bruns, parce qu'ils ont les cheveux crépus, parce qu'ils portent le prénom de Mohamed ou de Aïcha, parce qu'ils sont nés dans des quartiers qui sont majoritairement ceux des immigrés, même si eux ne le sont pas, ne le sont plus, parce qu'ils ont, etc. Donc ils doivent bénéficier d'un message quant à leur pratique de l'islam en leur disant attention, si vos parents ont fait un choix d'y être, si vous avez fait le choix de rester dans ces régions, etc., il faut savoir qu'il y a des contraintes. Ces contraintes, il faut les lever de manière intelligente pour pouvoir avoir sa place. Parce qu'actuellement, le grand combat des musulmans dans ces pays occidentaux, c'est de se faire reconnaître en tant que frange sociale, en tant que communauté, en tant que poids économique, puisque la dernière réunion de Londres sur la finance islamique, c'est celle de reconnaître le poids de la finance islamique et des avoirs musulmans dans la masse monétaire mondiale et essentiellement en Occident, puisque les avoirs musulmans, qu'on le veuille ou pas, majoritairement sont déposés dans des banques occidentales. Oui. Donc, le combat actuel des musulmans en Occident, c'est d'affirmer qu'ils existent, d'affirmer qu'ils ont le droit à apparaître, d'affirmer qu'ils font partie de la communauté de ces pays, qui ne sont pas des étrangers et qui ne doivent pas être vus comme un phénomène étrange dans la société. Ils doivent être vus de la même manière que les autres. D'ailleurs, le problème peut se poser pour un certain nombre d'autres franges sociaux, puisqu'on voit en France, pour les Roms, etc., qui sont plus ou moins rejetés. Donc, le but de cette émission, c'est de donner quelques éléments, pas un schéma directeur, quelques éléments d'adaptation, du mieux qu'on puisse s'y faire, aux contraintes extérieures pour un musulman qui vit dans ces contrées. Alors, M. Boujnoun, si nous sommes ici en train de parler, enfin d'essayer de donner quelques indications pour mieux vivre son islamité dans des pays occidentaux et essentiellement la France, parce que c'est là-bas que la communauté algérienne est forte. Il y a pas longtemps de cela, quelqu'un qu'on nous présente comme un homme de religion, qui n'a pas été formé d'ailleurs dans ce sens, a écrit un livre qui s'intitule, si je ne m'abuse, Un imam en colère. Et le problème, c'est que cet imam est en colère contre les musulmans, qui sont trop apparents selon lui, et qui a appelé, entre autres manières de ménager le chou et la chèvre, d'être moins apparent, d'être plus terre à terre, de s'éclipser, d'être invisible. Et il dit qu'il est en colère contre les musulmans. Alors, sommes-nous vraiment dans un conseil qui aide à mieux vivre son islamité, ou sommes-nous beaucoup plus face à quelqu'un qui devrait déplacer sa colère ou se mettre en colère ailleurs? Oui, je ne sais même pas comment m'exprimer. Parce que... Tout d'abord, il faudrait préciser que si les musulmans aujourd'hui
beaucoup de musulmans aujourd'hui partent en Occident. C'est, comme a dit le docteur Bandardouane, c'est que c'est à cause de certaines raisons qui sont plus ou moins objectives. Donc, il faudrait aussi savoir qu'avant, c'était l'effet inverse. C'était les Occidentaux qui venaient dans les pays musulmans. Et si je ne m'abuse pas, par exemple, en Algérie, déjà avant la colonisation, il y avait une forte communauté chrétienne en Algérie. Et il y avait beaucoup de consuls aussi. Il y avait un consul français, un consul anglais, etc. Oui. Tout à fait américain. Donc, c'était l'effet inverse. C'était les Occidentaux qui venaient dans les pays musulmans pour travailler. Pour étudier. Tout à fait, pour étudier ou pour faire parfois du prosélytisme pour certains. Donc, la vigerie. Voilà. Donc, la vigerie, c'était après la colonisation. Mais maintenant, que voulez-vous, vu l'état de sous-développement dans lequel se trouvent beaucoup de pays musulmans, et ce n'est pas toujours le cas pour tous les pays musulmans. Par exemple, vous avez un pays comme la Malaisie, qui a quand même atteint un certain niveau de développement, où les habitants de Malaisie n'immigrent pas aussi massivement que le font certains habitants d'autres pays. Essentiellement les pays arabes. Tout à fait. Donc, que voulez-vous? Le fait est là, certains musulmans se sont vus dans la nécessité, dans le besoin de partir en France, notamment pour ce qui concerne les Algériens, qui, pour la plupart d'entre eux, ont choisi la France. Il y a une partie qui a été déportée. Hein, oui, à son corps défendant, exactement. Oui. Ils se sont retrouvés... donc, qui a piégé carrément. Tout à fait, et même les Algériens qui ont été appelés à reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont partis à leur corps défendant parce que c'était la misère en Algérie, c'était pratiquement mourir de faim. Donc ils étaient obligés de partir en France. Ils se sont installés et puis ensuite ils ont fait souche. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des Algériens qui sont nés en France, qui ne connaissent rien de l'Algérie, à part ce que leur racontent peut-être leurs parents. Leurs grands-parents sont déjà morts. Donc, on est à la 4e génération. Et donc, ces musulmans, ces Algériens musulmans, ou Marocains, ou Tunisiens, etc., donc, sont des citoyens français à part entière. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ne serait-ce que du point de vue du droit du sol. Donc, ils sont nés en France, ils sont citoyens français de droit. Alors, justement, pour revenir à votre question, ce qui est paradoxal, c'est il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, justement, on reprochait aux musulmans de pratiquer un islam souterrain, souterrain, donc un islam qui paraissait sournois, quoi. Voilà, donc ils pratiquaient leur prière dans des sous-sols, dans des endroits. Donc les autorités françaises leur disaient: il faut sortir il faut émerger. Il faut émerger, il faut vous manifester. Il faut vous organiser dans des associations, construire des mosquées. Et maintenant, lorsque cela est fait, Dieu merci, il y a des gens qui, comme celui que vous citez, en terra le nom. Oui, ça sert à voilà. Donc, qui disent aux musulmans: vous êtes trop apparents, vous faites trop de bruit. Alors que, franchement, à part, moi je parle justement, je parle des musulmans qui pratiquent l'islam. Bon, il y a bien sûr certains
certains Algériens ou Marocains et Tunisiens qui vivent en France en particulier, qui malheureusement n'ont pas reçu une éducation authentique musulmane et justement qui se trouvent ballottés entre deux modes de vie. Et d'où un comportement qui émane d'eux et qui suscite une forme de rejet chez beaucoup d'Occidentaux, comme nous l'avons dit dans l'émission sur l'islamophobie. Donc cet imam, au lieu de conseiller aux musulmans de se cacher, il aurait mieux intérêt à essayer d'éduquer les musulmans, les jeunes musulmans des nouvelles générations qui ne connaissent pas tellement l'islam. Et par ailleurs, conseiller aussi, lui qui est si bien introduit, parce qu'on le sait, introduit dans les rouages, du système, quand même de dire à qui de droit d'être plus ou moins, de respecter et plus ou moins les revendications des musulmans qui ne sont pas aussi ils sont ni exagérés, ni... Tout à fait. Par exemple, on le voit par exemple à comparer entre l'Angleterre, par exemple, et la France. L'Angleterre où la femme musulmane peut porter son foulard et mettre une casquette de policier. Aux États-Unis tout à fait, il n'y a rien de paradoxal. Alors qu'en France, et vous le savez mieux que moi qu'il y a une dizaine de jours, une femme a été jugée justement parce que elle travaillait dans une tout à fait dans une garderie d'enfants et avec un foulard. Moi, non, on a même c'est comme elle avait commis un crime de. Non, mais non, dans un pays qui respecte les libertés comme la France, on a même vu des femmes arrêtées par des policiers sur le Trocadéro parce qu'elles portaient des touristes en plus. Tout à fait. Maintenant, maintenant il faut être rationnel. Si je devais, par exemple, poser comme exemple ce qui s'est passé il y a quelques années de cela en Hollande, une femme qui portait le niqab et qui était aussi dans une maternelle. À la limite, je suis désolé, elle n'a pas apporté un niqab avec des enfants de 4-5 ans, ni même face à leurs parents, puisque la chose n'est pas obligatoire. Mais je respecte le fait que certaines femmes veuillent le porter parce qu'elles sont convaincues que c'est là c'est la lecture qu'elles font des textes. Oui, elles ont des textes dont elles font une lecture. Il y a certains ne veulent pas compiler tous les textes, etc., bien que l'avis le Jumhur est que le niqab n'est pas une obligation religieuse. Maintenant, pourquoi une femme qui marcherait dans la rue, par exemple, à la limite, elle entre dans un endroit public, un aéroport, etc., elle a le droit d'être... Bien sûr, il y a des autorités, il y a des policiers qui ont le droit de vérifier, ça ne pose pas de problème. Donc, pourquoi ne pas concéder à cette femme ce droit ? Et pourquoi donc s'indigner et s'offusquer, par exemple, si un pays musulman interdisait la mini-jupe? Je ne comprends pas. Donc, Non, mais de toute façon, l'Occident n'est pas au-dessus de tout soupçon. Nous n'avons jamais entendu parler d'une guerre qui est déclenchée contre ces paradis fiscaux où règne, j'étais en train de voir il y a quelques jours sur la chaîne française, ce qui est le fait de tous les jours dans une petite île des Antilles qui s'appelle Sainte-Lucie. Mais qui est en fait juste un paradis fiscal où vous avez des casinos. Aucune guerre n'a été déclenchée ni par les États-Unis, ni par le Canada, ni par la Grande-Bretagne. On fait du blanchiment d'argent. Voilà, tout le monde le sait. C'est une hypocrisie internationale en s'attaquant aux petits agriculteurs de Bretagne ou aux transporteurs d'Alsace ou de Provence, mais on laisse faire les milliards de dollars ou d'euros au Liechtenstein, à Andorre, à Monaco, etc. Donc il y a deux poids et deux mesures. C'est effectivement Léopold Sédar Senghor, l'ancien président du Sénégal, avait de son temps dit que lorsque un blanc était tué à l'époque, lorsqu'il y avait encore le colonialisme français, lorsqu'un blanc est tué en
Afrique, c'est un génocide, mais lorsque toute une population noire est décimée, c'est une pacification. Oui. Donc, il n'y a absolument rien de nouveau. Lorsque un pays musulman tenterait éventuellement d'interdire quelque chose qui rentre dans sa moralité, dans son éthique, etc. Et souvent, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose lorsqu'on exige des touristes qu'ils soient conformes dans leur tenue vestimentaire une fois qu'ils sortent dans la Médina, ou une fois qu'ils sortent dans les souks, ou une fois qu'ils sont en contact avec la population, de respecter cette population. Ça devient une levée de bouclier en disant que c'est un retour au Moyen-Âge, c'est un retour à l'Inquisition islamique, etc. Alors que par ailleurs, effectivement, et souvent je vous le dis, les gens qui posent problème par leur tenue vestimentaire en Occident, ça n'est pas des musulmans, si vous voulez, émigrés, qui ont grandi dans leur pays d'origine. C'est souvent, pour les femmes, pour le niqab, souvent des Européennes qui se sont converties à l'islam, d'où toute la difficulté qui existe dans ces pays. Souvent, on les trouverait avec des prénoms de Geneviève, de Michel, de Mireille, etc. D'ailleurs, il y a eu le problème, on a parlé la semaine dernière de cette aversion vis-à-vis de l'islam. Dans un supermarché en France, il y a une caissière qui est d'origine arabe, qui voit passer une cliente avec le niqab et qui lui fait des remontrances. Vous venez chez nous, vous faites ci, vous faites ça. Et l'autre lui dit, non, moi je suis chez moi, moi je suis française de souche. Ça, il faut le savoir, oui. Les gens qui s'expriment le plus fort dans ce domaine, souvent on les trouverait avec des noms, puisqu'ils ont changé souvent leur prénom pour des prénoms musulmans, avec des noms européens. Oui. Des noms européens. Donc l'Occident aussi, malheureusement, on dit que la France est le pays occidental qui connaîtrait mieux l'islam à cause de son histoire et de son passé, de pays colonisateur, etc. Mais je crois que les jeunes générations connaissent très peu de choses, sauf des caricatures, etc. Je crois qu'il y a tout un travail qui doit être fait pour une meilleure compréhension de la part des occidentaux de l'islam, des fondamentaux au moins de l'islam, etc., pour faire une approche qui ne heurte pas. Parce que souvent, parfois, il y a des mesures qui ne ramènent pas un très grand bénéfice au pays d'accueil de ces musulmans, mais qui provoquent des réactions de la part des musulmans. Donc, je crois qu'il y a un travail qui doit être fait par les musulmans, c'est certain, d'expliquer ce qu'est l'islam à travers le monde, mais en même temps, pour ces occidentaux, de faire l'effort, comme l'ont fait souvent des éminences dans leur histoire, des gens qui voulaient mieux connaître, hein, qui ont compris qu'il fallait mieux connaître les musulmans ou les arabes, comme on les appelait souvent à l'époque, ou les turcs à certaines autres périodes de l'histoire, etc., pour pouvoir vivre en communauté. Parce que le but actuel de l'ensemble de la communauté internationale, y compris les musulmans comme nous autres, c'est de trouver un terrain d'entente pour une vie qui serait cordiale, sans conflit, sans guerre, etc. Mais ceci réclame la reconnaissance de l'autre, de la différence de l'autre. Oui. Ne pas vouloir le soumettre à son dictat, ne pas vouloir en faire une photocopie de ce que vous êtes, etc. Vous avez des musulmans, vous avez des Britanniques, vous avez des Italiens, vous avez des Espagnols, qui peuvent être de couleur claire ou de couleur foncée, qui peuvent avoir les cheveux raides ou les cheveux crépus, qui peuvent avoir le teint basané au moins, etc. Les remarques que nous avons entendues pour nous musulmans sont révoltantes, y compris lorsqu'elles sont dirigées vers des gens qui ne sont pas musulmans, sous prétexte que la ministre de la Justice française actuelle est noire, sous prétexte qu'une ministre italienne est noire, sous prétexte que quelqu'un est d'origine maghrébine ou d'origine turque, etc., il n'aurait pas droit aux mêmes avantages et au même statut que quelqu'un d'autres origines, etc. Par conséquent, nous nous révoltons. Je pense que
pour arriver à répondre à cette question, qu'est-ce que doit faire un musulman pour défendre son islamité? C'est justement d'exprimer le véritable islam là où il est, d'être le porte-parole de cet islam en essayant de faire l'effort de le faire comprendre aux gens autour de lui, qu'un musulman c'est un être humain, il a des convictions, il a des droits, il a des devoirs, et il doit s'astreindre à un certain nombre de choses sans bousculer évidemment le monde qui est autour de lui, mais que ce monde aussi n'exige pas de lui à un moment donné de ne pas avoir un droit de regard sur le comportement de ses enfants. Parce qu'un musulman fait partie de sa foi aussi l'éducation qu'il donne aux siens, qu'il donne essentiellement à la jeune génération. J'ai vu tout un conflit naître, en dehors d'abord de la communauté musulmane, puisqu'il s'agissait de Roms d'origine albanaise pour l'essentiel. On reprochait au père... C'est beaucoup plus des Roms. Des Roms. Voilà. Enfin, c'est des gens du voyage. Des gens du voyage. On reprochait au père d'être regardant sur sa jeune fille de 14 ou 15 ans parce qu'elle rentrait tard le soir. Je crois que les Occidentaux ont les capacités intellectuelles de comprendre qu'il y a des communautés à travers le monde qui n'acceptent pas un certain nombre de comportements de la part d'eux-mêmes et de la part de leurs proches, etc. Ne devrait-il pas commencer par comprendre qu'eux-mêmes sont en tort, non? Ce serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Mais enfin, s'ils acceptent leur tort et qu'ils disent que c'est leur droit à l'existence doit être ainsi, on n'a pas imposé ce mode de comportement à l'ensemble de la communauté sous prétexte qu'ils vivent en France ou qu'ils vivent en Grande-Bretagne ou qu'ils vivent. On accepte volontiers pour les Juifs de vivre en France en respectant évidemment non seulement sa Torah mais également son Talmud. Oui, le juif. C'est ce qu'on reproche souvent. Le juif, il a même des passe-droits. Là où c'est interdit pour toute autre religion, pour le juif, ça n'est pas interdit. On a des exemples. Hein. Voilà, d'ailleurs, j'ai lu dernièrement justement un journaliste français qui est plus ou moins, disons, équitable par rapport aux musulmans. Il a fait le parallèle entre le voile et la kippa. Il a dit la kippa, on oblige même on la voit partout. On oblige même les officiers français. On visite en Israël. Tout à fait. Donc tout à fait. Alors pourquoi le voile est stigmatisé comme étant un signe ostentatoire, alors que c'est tout à fait le contraire de l'ostentation. Justement, le voile, il est fait pour que la femme ne soit pas ostentatoire. Tout à fait. Donc, c'est pour qu'elle ait une vie plus ou moins décente, donc la pudeur, donc ça respect de la préserve pudeur. l'anonymat. Tout à fait. Donc justement, on reproche aux Occidentaux cette façon de se croire comme le nombril du monde. Donc, et les autres ont tendance à se soumettre. Donc les musulmans, pour être un bon musulman, il faut qu'ils s'assimilent. Donc il s'assimile, donc il fait... Et justement, on en est arrivé en Espagne ces dernières semaines, je pense que vous l'avez lu tous, en Espagne, une loi qui a été votée par le Parlement espagnol et c'est une forme de... excusez-moi, de racolage, entre guillemets, je m'excuse du mot. Donc, elle propose à tout musulman donc, qui veut acquérir la nationalité espagnole de se défaire de sa foi, carrément, de signer un papier comme quoi il n'est... donc, on revient à la fameuse loi du Mtourni. Donc c'était à l'époque. Pour ceux qui voulaient avoir. Du colonialisme. Ceux qui voulaient avoir. Oui, pour que nos téléspectateurs comprennent, Mtourni, ça veut dire qu'il s'est détourné. Qui a tourné sa veste. Oui, voilà. On disait aussi Trouzi. Naturalisé. Voilà. Donc pour pouvoir acquérir la nationalité, il fallait se désister de sa foi, du statut personnel, de son statut personnel. Voilà, qui est basé sur la loi islamique. D'accord. Maintenant,
pour ceux parce qu'il y a aussi des erreurs, nous le remarquons oui, là-bas bien sûr. dans pas mal de mosquées. Et je suis désolé, ceux qu'on appelle beurre et qui du jour au lendemain, d'ailleurs eux-mêmes se définissent comme convertis. On ne comprend pas. Ils sont nés musulmans et ils rentrent dans la mosquée, ils vous disent je suis un converti. Comme s'ils étaient bouddhistes ou animistes, je ne comprends pas. Alors, beaucoup de ces gens-là ne connaissent rien à l'islam et ont gardé ont investi les mosquées avec l'esprit de la cité, du clan, du gang, etc. Alors maintenant, un bon musulman, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui passe son temps à la mosquée, quelqu'un... Un bon musulman, c'est quelqu'un qui est soumis donc à la loi de l'islam. L'islam, ça veut dire la soumission à la volonté divine. Hein. Il faudrait qu'ils comprennent que ils sont en train de donner de l'eau au moulin des islamophobes et des partis qui sont contre toute présence et toute forme d'islam dans leur territoire. Il faudrait qu'ils sachent aussi que de grands musulmans, de parfaits musulmans ont vécu dans les territoires occidentaux, non seulement en parfaite harmonie au sein des pays où ils vivaient, mais ils ont été aussi source de respect. En ce qui concerne l'Algérie, je rappelle qu'après 17 ans de résistance, et malgré le fait qu'il ait guerroyé, les armes à la main, pas par le verbe uniquement, les armes à la main, l'Émir Abdelkader a été pendant presque 5 années dans différentes villes françaises. Il avait commencé par Toulon, il y a eu Pau, il y a eu Amboise, etc. Et vous savez qu'il était source de respect. La dernière image que je donne, et vous avez accueilli ici, est l'un des responsables ecclésiatiques de Lyon. Oui, le père de l'Émir. Il a même écrit un livre sur l'Émir Abdelkader. Donc, lorsque l'Émir Abdelkader a été libéré de son incarcération en France, et qu'il devait prendre le bateau à Marseille, je pense, pour aller sur Istanbul, donc il était passé par Lyon. Et Lyon l'avait reçu malgré sa tenue, qui était une tenue, pas de Qamis de 2013, mais sa tenue arabe, traditionnelle. Quelqu'un qui ne parlait pas un mot de français, puisque l'Émir Abdelkader a refusé d'apprendre la langue d'un peuple qui ne tient pas sa parole, puisqu'on lui avait donné la parole d'honneur de la France, qu'il serait renvoyé sur un territoire majoritairement musulman, la Palestine ou le Proche-Orient. Donc voilà un arabe qui a pris les armes contre la France, qui a guerroyé pendant 17 ans contre la France, qui ne parle pas un mot de français, qui s'habille en arabe, qui est accompagné par un ensemble de personnes de sa famille, de ses proches et de ses compagnons d'armes qui sont aussi arabes que lui, etc., qui arrive à Lyon et qui est reçu comme une très grande personnalité. Oui. Et il faut savoir il a imposé le respect. Pourquoi? Parce qu'il a présenter cet islam, présenter cette spiritualité de l'islam, présenter cet humanisme de l'islam, à présenter donc les caractères fondamentaux de l'islam sans choquer qui que ce soit. Et les gens ont reconnu en lui, certains avaient dit à l'époque, en le voyant en tant que personne, ça je me rappelle les paroles de Léon Roche, il était fébrile, il était allongé malade dans la tente de l'émir, il s'est réveillé la nuit, il a ouvert les yeux, il avait vu l'émir en prière. Il a dit voilà, j'ai cru croire le Christ ressuscité et vivant. Il devait prier de la même manière que lui. Effectivement, il devait prier de la même manière que lui, mais selon la pratique musulmane, avec la même ferveur, avec la même foi, avec la même proximité, etc. Donc, que nos jeunes qui sont en Occident s'attachent d'abord à mieux apprendre l'islam, à mieux le pratiquer, et à ce moment-là, ils verront que si ce n'est que par l'appel à la prière, même si c'est en dehors de tout moyen de développement sonore, le fait de voir une mosquée, le fait de voir un cimetière musulman,
et la sérénité qui en émane. Oui. La simplicité qui en émane d'un carré musulman, Oui. la simplicité qui émane de blancheur et de la propreté qui entoure une mosquée. Ces gens qui rentrent dans la prière du vendredi, femmes et hommes, enfants, etc., sereins, habillés proprement, etc., et sortant en respectant les individus autour d'eux, c'est un message qu'ils vont porter. C'est non seulement leur pratique de l'islam, mais c'est toutes ces personnes qui sont en difficulté morale ou économique qui vont être attirées par l'islam. Et si vous permettez, docteur, en parlant de l'Amir Abdelkader, il y a une grande personnalité qui est française de souche. Je parle du docteur Philippe Grenier, Oui. dont vous avez entendu parler, qui était député à l'Assemblée française et qui venait à l'Assemblée avec des habits musulmans. Habillés tout comme l'était l'Amir Abdelkader. Des habits arabes. Des habits arabes. Parce que l'habit musulman... Des habits arabes, voilà, exactement. Exactement, avec des habits arabes, avec son burnous, sa gandoura, son turban, et qui était très, très respecté. Et il y avait même, lorsqu'il est mort, un curé de son village, qui avait dit que cet homme-là méritait qu'on élève un monument à sa gloire, parce que, en tant que médecin déjà, il avait fait beaucoup de bien pour les musulmans et pour les non-musulmans. Oui. Donc voilà le comportement véritable que doit avoir un musulman. Je crois qu'on l'a répété plusieurs fois. Mon ami, un de mes amis me disait, c'est-à-dire que parfois nous-mêmes nous sommes porteurs de choses négatives qui font que les gens rejettent. Et on pense qu'ils rejettent le message que nous portons, qu'ils rejettent notre personnalité, notre manière de nous comporter, etc. Récemment, j'étais avec un responsable d'une grande banque algérienne. Il était en mission à Paris. Il a déjeuné avec une autorité de la finance mondiale. Ils étaient à 3. Il m'a dit, en sachant que j'étais musulman, que je venais, absolument rien sur la table n'avait été mis qui puisse choquer le fait que je sois musulman. Et ils avaient fait en sorte que tout me soit servi conforme à la religion musulmane sans que j'exprime aucune demande. Oui. Donc, nous devons aussi être vigilants à ça. Parfois, il n'y a pas de refus. C'est nous-mêmes qui créons un mouvement de refus autour de nous par notre comportement, etc. Il y a des difficultés qui sont certes, il y a des islamophobes, il y a certes, il existe des ennemis à l'islam, c'est certain, mais c'est à nous de savoir surmonter par un comportement adéquat toutes ces inimitiés, toutes ces difficultés. Oui, il y a un problème peut-être qu'il faudrait aussi souligner, c'est que, bon, autant du côté occidental, plutôt que d'aller vers un dialogue effectif, on va beaucoup plus jouer sur l'émergence de certaines personnes très négatives et les prendre comme exemple pour créer une sorte de soi-disant dialogue qui n'est en fait qu'un monologue, c'est-à-dire on s'adresse à l'autre à travers tout ce qu'il y a de plus négatif en lui, et en visant une catégorie de personnes qu'on va généraliser sur l'ensemble de ce qui est étranger. Mais d'un autre côté, j'ai remarqué que chez beaucoup de nos frères, on engage beaucoup plus, on est beaucoup plus dans une logique de protestation que dans une logique de dialogue. Alors, quand on les appelle les beurs, par exemple, les beurs, j'ai remarqué que finalement, ils portent une araqiya, tout ce qu'il y a en lui n'est qu'apparence. L'essence même n'est pas là. Et cette apparence, il l'utilise en tant que mode de protestation, beaucoup plus que pour affirmer une identité, ou beaucoup plus parce qu'il a retrouvé son identité. Bon, premièrement, c'est vrai pour ce qui est des autorités françaises. Et moi, je pense qu'elles font cela à dessein. Au lieu de s'adresser aux vrais représentants de l'islam, les gens qui sont représentatifs. On suscite des guignols. Voilà, tout à fait. Donc ils veulent toujours perpétuer cet état de fait. Et malheureusement, ce n'est pas à leur avantage.
Normalement. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et pour ce qui est justement de certains de nos frères qui vivent à l'étranger, moi je pense que je rejoins l'appel qui a été fait plusieurs fois par certains intellectuels musulmans qui vivent en Occident aussi, qui sont même nés, je pense, en Occident. Par exemple, Tariq Ramadan, pour ne citer que lui, qui a plusieurs fois conseillé aux jeunes générations de s'intégrer dans la société, dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, en participant à la vie sociale, politique, économique, etc. Donc ces gens-là, comme nous l'avons dit au début de l'émission, ils sont occidentaux de fait. Ça y est, ils sont occidentaux, ils n'ont pas d'autres pays. Ils sont nés en Occident, ils ont été éduqués en Occident, donc ils sont obligés de participer à la vie sociale, à la vie politique, et partant, essayer de changer les choses à travers des lois. Si on ne participe pas à la vie politique, sociale, économique, et si on reste les bras croisés en faisant la politique de l'autruche. Mais le monde, je regarde, le monde évolue, et on va, le train démarre, et ils vont se retrouver sur le quai. Donc ça sera toujours les mêmes problèmes. Donc il faudrait justement qu'eux-mêmes essayent de changer les choses, et en étant une force active et non passive dans la société. Alors là aussi, il y a un problème qui se pose. Il y a beaucoup de mosquées qui se construisent dans nos pays, et parallèlement, il y a aussi énormément de mosquées qui se construisent en Occident. Pour ne citer que la France, il y a une mosquée qui se construit chaque semaine. C'est des millions d'euros pour chacune de ces mosquées. Alors, sommes-nous vraiment dans l'obligation de dépenser autant pour des lieux de culte, plutôt que de dépenser dans la formation de l'individu? D'abord, il faut rappeler que lorsqu'on parle de lieu de culte en islam, ce n'est pas un lieu de culte coupé de la réalité sociale et entre autres pédagogique, éducationnelle, etc. Puisque la première mosquée, la mosquée du prophète, c'était aussi son amphithéâtre, c'était son école. C'était le cœur battant de la société, c'était le centre de réunion. À chaque fois qu'il y avait nécessité de réunir les fidèles pour un problème quelconque, le muezzin appelait les gens à se réunir, pas pour la prière, mais pour traiter d'un problème ou d'entendre des recommandations particulières. C'est vrai que les gens qui sont en charge, aussi bien ici qu'en Europe, etc., donc la construction de ce lieu dit de culte, doivent avoir évidemment l'esprit beaucoup plus large et d'estimer que ce lieu de culte doit faire de multiples fonctions, mais surtout s'adapter aux besoins et aux nécessités du temps actuel et aux possibilités matérielles des musulmans. Parfois on demande une charge financière sous prétexte que les gens ont la foi et qu'ils veulent véritablement investir leur argent dans la construction de quelque chose qui plaît à Dieu, on leur fait porter des charges financières qui sont énormes. Parce que la moindre... 25 millions donc d'euros, je crois qu'il faut être vigilant. L'essentiel, c'est ce qui va remplir cette mosquée. C'est vrai, il faudrait qu'elle soit conforme, adaptée aux vicissitudes du temps, au froid, à la chaleur, etc. Il faut qu'elle soit vaste, il faut qu'elle soit éclairée, ceci, mais en même temps ne pas imposer à la communauté musulmane des charges qui sont énormes, parce que, d'abord, est-ce que c'est un droit que nous octroyons ou c'est un devoir religieux? Le prophète, lorsqu'il a construit, les grands compagnons, lorsqu'ils ont construit les mosquées, ils n'ont jamais imposé à la communauté musulmane des sacrifices au-delà de l'effort physique, souvent qu'ils étaient appelés à faire. Donc il y a nécessité à revoir tout ça pour ne pas investir matériellement dans une mosquée en oubliant l'investissement spirituel nécessaire.
Parce que finalement, le capital, c'est l'homme, c'est pas le lieu de C'est culte, l'homme, qu'on bien le sûr, veuille ou non. Bien sûr. Et en disant cela, on n'est pas en contradiction avec les textes. Chaque musulman est l'ambassadeur de l'islam. Avant d'être l'ambassadeur de son pays, il est ambassadeur de l'islam. Donc il doit représenter l'islam dignement dans chaque pays où il se trouve. Où il va. Voilà. Très très bien. Donc nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.